Bon matin. Merci d'être là. Merci d'être là ce matin. Il y a du café. Profitez-en. Hier, c'était réclamé. Maintenant, il y en a. Donc, présentation ce matin sur la situation des entraîneurs-chefs au Québec. L'origine de cette présentation-là, ça retourne à mes premiers jours de travail l'été dernier, quand j'étais avec Nicolas à la petite école, qui m'expliquait c'est quoi la natation au Québec. Et dans un commentaire qui, avec les échanges qu'on avait, un moment donné, j'ai posé une question. J'ai dit, il y a des directeurs généraux dans tous nos clubs. Et là, de voir sa réaction pour finalement comprendre que nos entraîneurs-chefs font beaucoup de travail administratif. C'était pas quelque chose que je pensais qui faisait partie de votre quotidien. Donc, on s'est mis à avoir une conversation, quelques idées. OK, mais comment est-ce qu'on peut travailler à réduire la charge administrative des entraîneurs-chefs? C'est vraiment ça la question de base. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos entraîneurs, finalement, retournent à ce quoi ils ont été formés, c'est-à-dire sur la piscine, coacher, encadrer leurs entraîneurs adjoints, faire du recrutement. Donc, c'était vraiment les premiers balbutiements de notre réflexion. Donc, c'était ça. Fait qu'on a imaginé des idées, des hypothèses, puis on s'est dit, on ne peut pas juste arriver avec puis pitcher ça à vous autres, des nouvelles idées, puis des nouveaux projets, puis des nouveaux services. Il fallait tester un peu cette hypothèse-là. Puis la meilleure personne pour le faire, c'était de travailler avec Alain. Donc, on a pris quelques mois pour mettre ça sur papier. Puis en décembre dernier, ça a commencé avec le sondage qu'on vous a envoyé à destination des entraîneurs-chefs. Ça a été dans beaucoup de directions. On a travaillé avec des conseils d'administration, on a travaillé avec des entraîneurs-chefs. On n'arrive pas nécessairement aux conclusions qu'on espérait, mais on a quand même des belles propositions à vous faire. Finalement, ce qu'on vous présente en ce moment, ça ne touche pas juste les entraîneurs-chefs, ça touche aussi ici les administrateurs qui peuvent être parmi nous. Donc, je vais donner la parole à Alain. Merci, Francis. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'avoir pu contribuer de collaborer avec la Fédération pour traiter du sujet des entraîneurs-chefs et éventuellement qui aura un impact sur les clubs et éventuellement les athlètes. Donc, c'est la deuxième occasion. Il y en a peut-être qui m'ont reconnu en deux dimensions dans la première phase de la COVID où on faisait le tour 88 conférences téléphoniques, Zoom, on ne veut plus le dire, ce mot-là. Hein? Bon. Donc, et là, maintenant, ce projet-là. J'aimerais juste avoir une idée à qui on s'adresse. Est-ce que les athlètes peuvent lever leurs mains? OK? Non, c'est parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ultimement, c'est pour eux qu'on travaille. OK? Juste dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont dans l'eau, probablement. C'est ce qu'on espère. Ou ils sont en train de déjeuner après l'entraînement. C'est probablement ça qui se passe. OK. Entraîneur, s'il vous plaît. OK. Merci. Membres de CA, peu importe leur rôle. OK. Et non les moindres, les officiels. OK. Merci. Et j'imagine que ceux qui ont double rôle ont levé la main 2 fois. C'est bon. OK. Merci. Bon, nouvelle catégorie en développement. Les directeurs généraux, levez donc la main, s'il vous plaît. Merci. Alors, juste avant de débuter, un petit rappel. Sur ce que c'est la profession d'entraîneur, en tout cas, une expression ultime de ce que c'est un entraîneur. We talked about Dean Boxall, and this was his reaction while his swimmer was coming home. It's sort of like Doc Brown. I mean,
He is going crazy. Oh my goodness. He's like putting on a show like Mick Jagger of the Rolling Stones. Semblait c'était immanquable, ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le contexte? In suburban Brisbane, a homecoming. On est à Tokyo. Parce qu'à la toute fin, là, la petite bénévole, elle voulait leur pousser avec le masque et tout ça. Donc, 200 mètres libres féminins. Madame Ledecky a été détrônée, la reine par Titus, Australie. Et c'est son entraîneur qui exprime tout bonnement sa joie. Bon, nous autres au Québec, on n'a pas ce type-là. Le plus proche, c'est peut-être Michel Tremblay. Que tout le monde connaît. Michel. OK. On est revenu? C'est bon. Merci. Donc, je pense que Francis en a parlé un peu. C'est de vérifier dans quelle mesure les entraîneurs-chefs des clubs de la FNQ accomplissent possiblement trop de tâches administratives et dans quelle mesure leur temps accordé à leur rôle spécifique d'entraîneur est réduit. Et quand ils font du travail administratif, ils n'expriment pas la joie telle que nous l'avons vu dans le petit vidéo. Moyen. La première étape, c'était de préciser les tâches réalisées par les entraîneurs-chefs, valider ou non l'hypothèse de départ, quelles sont les solutions apportées ou envisagées. On a aussi vérifié la relation conseil d'administration-entraîneur-chef, voir qu'est-ce qu'on observe de ça, et sonder le besoin de services offerts par la FNQ. Les étapes. Donc, la première étape, c'était le sondage aux entraîneurs, qui a lieu janvier-février. La deuxième étape, c'est un processus d'entrevue. Lors du sondage, le premier objectif, c'était de savoir qu'est-ce que les entraîneurs font, quelles sont les tâches qu'ils font, puis dans quelle mesure ils accomplissent ces tâches-là. Dans la deuxième étape, avec les entrevues, on a aussi reçu, lors de la première étape, d'autres tâches qui nous manquaient. Donc, on les a validées dans la deuxième, puis dans les entrevues, on allait plus en profondeur avec différentes questions. La troisième étape, c'est d'aller voir les présidents de club ou représentants de CA et d'essayer d'en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe avec leur entraîneur-chef, avoir des questions pertinentes de leur situation. Ce que ça a donné comme participation, donc sur les 81 clubs qui ont été sollicités, il y en a eu 47 qui ont répondu au sondage, donc on a 58 %, ce qui est une très, très bonne représentation. Donc, les réponses qui sont là devraient être pas mal fidèles à ce qui se passe. En entrevue, en entrevue, on a perdu un petit peu. On est encore à 52 %, ce qui est solide. Après ça, en entrevue CA, on a seulement eu 12. C'est un petit peu décevant, surtout pour ce qu'on peut conclure. Ça nous donne quand même une représentation. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ont été sollicités à 4 reprises, mais OK. La période juin-juillet n'a peut-être pas aidé. Est-ce que c'est l'intérêt? En tout cas, ça, on n'a pas la réponse. Mais on a quand même de l'information. Les entraîneurs consultés, leur statut. Donc, entraîneur-chef, beaucoup. Directeur général, combiné entraîneur-chef. Directeur général, entraîneur, coordonnateur aquatique. Donc, on a un 42. On arrive à notre compte. Est-ce que l'ampleur des tâches administratives représente un problème pour les entraîneurs-chefs? Lors du sondage, on a leur posé la question quelle était leur principale préoccupation. On leur a demandé priorité 1, priorité 2, priorité 3. Et ce qui ressort nettement, c'est toutes les préoccupations reliées aux ressources humaines, moins d'administration. Ils trouvaient qu'ils préféraient faire moins d'administration et plus d'entraînement auprès des athlètes. 63 % des réponses étaient sur ce thème-là. Dans la deuxième priorité, ça revenait à 30, puis troisième, 30 % encore. Et vous voyez quel l'écart par rapport aux autres préoccupations. C'est vraiment, ça outrepasse de loin.
Bon, ça, c'était en décembre, janvier. Si on l'avait fait au mois de mars, possiblement que le support de la FNQ aurait peut-être monté dans la période conformité des entraîneurs. Ça aurait peut-être, parce qu'en entrevue, j'en ai entendu, OK? Mais ça aurait peut-être été plus haut si c'était à une autre période de l'année. À cette période-ci de l'année, possiblement que le recrutement d'entraîneurs difficile serait plus élevé. Donc, dépendant où on se situe, on est conscient de ça, mais indépendamment de ça, je crois que le premier point, il est encore là. Il est dominant. Ça va pour ça? Donc, ce que ça donne, c'est que le problème s'applique pour 25 clubs, 25 entraîneurs-chefs sur les 42. Donc, c'est 60 des intervenants sondés. Pour eux autres, ils font trop d'administration et ça nuit au temps qu'ils accordent au coaching, aux activités reliées à l'entraînement. 32,3 heures par mois. L'unité de mesure, ça va être en mois parce qu'on trouve qu'en semaine, ça varie trop. Il y a une compétition, ça vient tout basculer. En mois, c'est un peu plus stable d'un mois à l'autre durant l'année. Pour 40 des sondés, différentes solutions ont été implantées, puis ils n'en ont pas de problème. OK? Puis je pense que l'idée, c'est que peut-être que les solutions de ceux qui ont trouvé des solutions, ça va peut-être aider ceux qui n'ont pas encore trouvé des solutions. À voir. On a posé au conseil d'administration quelle était leur première réaction lorsqu'ils ont vu la liste des tâches, okay, la liste complète de toutes les tâches. Les réactions, c'est ça. On a beaucoup ses épaules, trop pour une seule personne, déborde des compétences de l'entraîneur. Notre entraîneur ne fait pas tout. Vous allez voir la liste parce qu'on va transmettre à tout le monde le rapport complet, exhaustif. Et il n'y a personne qui peut absolument tout faire ce que c'est les listes. C'est impossible. Bon, l'autre, pas de surprise. Question au président ou aux membres de CA. Quelle devrait être la place du travail administratif dans le travail d'entraîneur-chef? Au minimum, 6 réponses, entre 15 et 33 du temps. Délégué à du personnel administratif. Ne garder que ce qui est relié à ses compétences d'entraîneur-chef. Et ça, même s'il y a seulement 2 réponses, c'est quand même intéressant comme approche, comme une façon de résoudre cette situation-là. La prochaine, n'ayez pas peur de la prochaine, là. OK? Donc, ça, c'est un peu un extrait des listes des tâches. OK? C'est seulement la dimension administration. Il y a 7 dimensions différentes avec des listes aussi longues que ça de toutes les tâches qui existent. OK? Mais non seulement on a les tâches, qu'on ne lira pas en détail ici, on a les tâches, mais on a aussi le pourcentage d'entraîneurs dans les sondés qui effectuent ces tâches-là. Ça donne un portrait de qui fait quoi au Québec comme entraîneur-chef. Donc ici, vous avez, en abscisse, vous avez toute la liste des tâches reliées à l'administration. Ici, vous avez en pourcentage le pourcentage d'entraîneurs qui effectuent ces tâches-là, donc de 0 jusqu'à 100 OK? Les 2 couleurs différentes, on revient avec la notion qu'on a expliquée tantôt. Est-ce que ces tâches-là exigent la compétence de l'entraîneur-chef? En bleu, elle exige les compétences de l'entraîneur-chef. En orange, ça peut être fait par n'importe qui. C'est juste que dans les clubs, ils n'ont personne pour le faire, donc c'est l'entraîneur-chef qui retrouve ça, à avoir ça dans son assiette. OK? Mais si on enlève toutes les tâches qui n'exigent pas les compétences, bien, dans un monde idéal, OK? Bien là, on a une libération de temps. Ça vous va pour ça? Un autre domaine qui n'exige pas nécessairement de compétences, OK? Sauf celle, la dernière, qui est assister le registrariat. Dans à peu près la moitié des clubs, si vous regardez les pourcentages en bas,
OK? On est autour de 50-60. Bien, les entraîneurs le font. Puis c'est sûr, il faut que ça se fasse. Donc, s'il n'y a personne, c'est l'entraîneur qui est engagé qui va le faire. OK? Il faut juste être conscient que pendant qu'il fait ça, il pourrait être ailleurs, à être vraiment en train de travailler auprès des athlètes ou auprès des assistants-entraîneurs. Donc, on a un peu cette situation-là. Ce sont les deux dimensions où il y aurait un gros impact. Quelles sont les conséquences pour les entraîneurs-chefs concernés? On parle toujours du 60 %. L'autre 40 %, eux autres, ils n'ont pas de problème. À ce niveau-là, ils ont d'autres problèmes. Au niveau de l'encadrement, qui est une autre des dimensions des tâches, bien, vous voyez qu'il y a des tâches dans le haut ici où il n'y a pas... Ça pourrait être mieux comme temps investi. Puis on va y revenir tantôt parce que les entraîneurs vont le suggérer. OK? Contribuer à la formation des assistants-entraîneurs. OK? Collaborer avec l'équipe d'experts. Contribuer à la formation des assistants-entraîneurs. Donc, ce sont des tâches, et ça revenait souvent dans le sondage, les entraîneurs sacrifient ce travail-là pour faire soit le registrariat, soit faire d'autres tâches administratives. Au niveau de l'entraînement, il y en a qui, poursuivre la formation, observer les autres groupes du club. C'était des types de tâches qui étaient sacrifiées en partie pour être capable de compléter l'administration. On demandait aux entraîneurs quelles tâches pourraient se substituer à tout ce que vous faites en administration. Leur opinion, c'est perfectionnement professionnel en sciences du sport, formation et supervision des entraîneurs, améliorer le programme du club, mieux préparer la planification de mon groupe, utiliser des experts en sciences du sport. Ça a l'air facile. Juste le mot « trouver des experts », ça prend énormément de temps. Ce n'est pas d'aller sur Internet, de voir un nom, puis de l'appeler, puis c'est parti. Il faut que la personne soit le bon expert que vous recherchez, il faut que qu'il soit très compétent, il faut avoir une entente, il faut qu'il comprenne son rôle. Est-ce qu'il s'en vient pour dominer le club ou il s'en vient pour aider l'entraîneur-chef? Donc, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Puis une fois qu'il est trouvé, bien, c'est de l'utiliser, c'est d'avoir du temps pour échanger. Si on le trouve et on n'a pas de temps parce qu'on fait autre chose, ça ne sert à rien. Donc, suivi des objectifs de mon groupe. En principe, un entraîneur devrait rencontrer ses athlètes, tous ses athlètes, 3 fois durant l'année. Au début de saison pour les objectifs, à mi-saison pour savoir réajuster, puis à la fin de saison pour le bilan. Donc déjà, c'est faire remplir des questionnaires, les lire, rencontre d'1 heure avec chacun. 3 fois par année, on est dans les 60 heures tout de suite, là, dans l'année. Mais il y en a qui ne le font pas parce que, il y a des choses urgentes qui passent avant les choses importantes. Et comme les entraîneurs ne sont pas des gens équilibrés, il y en a juste 3 qui ont dit qu'ils prendraient du temps pour eux autres. Okay? Ce sont des passionnés, ils ne sont pas capables de dire non, ils se défoncent. Fait que c'est ça, c'est la vie. Si du temps de travail administratif t'étais dégagé, serais-tu prête à le réinvestir en totalité ou en partie dans ton développement personnel? Il y en a 25 qui ont dit oui, puis il y en a 15 qui ont dit non. Souvenez-vous du 60-40 de tantôt. 60 % des entraîneurs disaient que les autres percevaient qu'il y avait un problème, ils faisaient trop d'administration, puis ça nuisait. Puis il y avait un 40 % qui n'ont pas de problème, ils ont trouvé des solutions. On revient à peu près à 1 décimale près au même pourcentage ici, avec une question différente. Ça a comme un peu validé la première réponse. Si oui, je reviens, si du temps administratif t'étais dégagé, l'investirais. Dans quoi le réinvestirais-tu? Bien, si oui, à quelle hauteur, nombre d'heures par mois et dans quel genre d'initiative? La moyenne des 20 répondants, c'est 15 heures par mois. Et qu'est-ce qui ferait?
lecture, sciences de l'entraînement, podcast, blog coaching, mentorat, échange, spécialiste, analyse vidéo, conférences, terminer les formations 2, 3 ou s'inscrire à l'INF au niveau 4, ou formation formelle de préparateur physique. OK? Donc, les gens sont prêts à se réinvestir. Je pense que Francis, parce que ça fait un lien avec, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier après-midi pour les entraîneurs. Pour ceux qui étaient présents hier, on parlait de l'entraîneur innovant, faire des liens. Donc, si on commence à faire des liens avec ce qu'on a vu hier, je pense que beaucoup d'éléments qu'on a discutés, c'est des choses que vous nous avez validées au cours de l'année, avant même que Coach Funk vous en parle hier. Fait que pour nous, c'est intéressant de voir que vous étiez déjà volontaire dans une démarche, comme on vous l'a présenté hier. C'est juste ça que je voulais ajouter. Parce qu'on parle beaucoup des formations formelles d'entraîneurs, mais il y a des formations informelles. Dans les premières années, les formations formelles sont essentielles, c'est les fondements. Mais à partir d'un certain nombre d'années, la formation, ça peut être vraiment enrichissant d'aller voir un entraîneur plus expérimenté sur le bord de la piscine. On l'entend, on le voit, en train d'intervenir auprès de ses athlètes. C'est parfois ce qui fait avancer beaucoup plus que de retourner dans une classe ou d'aller lire un autre livre. C'est dans l'application. Et c'est là qu'on fait les liens avec ce qu'on a lu. Sinon, si c'est juste de la lecture, ça spinne, ça se perd. OK? Donc là, c'est l'exposition des grandes informations qu'on a reçues. Tantôt, j'ai parlé de ce que vous recevrez. Après le congrès, tous les clubs vont recevoir la liste des tâches avec le pourcentage que des entraîneurs qui accomplissent cette tâche-là parmi les sondés. Mais comme on a vu que c'était 52 % des coachs, on peut estimer que c'est pas mal ça au Québec. La deuxième partie qu'il va y avoir, c'est le document complet, parce que c'est seulement un extrait de tout ce qui a été fait, toutes les réponses aux questions. Vous allez avoir les réponses au complet des sondages auprès des entrevues, des rapports d'entrevue auprès des entraîneurs-chefs et CA. Et vous allez avoir des commentaires. Les commentaires, on attend un petit peu avoir le feedback de vous autres. Qu'est-ce qui semble être le plus important pour savoir orienter? Donc, vous allez tout recevoir, cette information-là. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent tantôt, qui vont être un peu comme des éléments de solution pour les clubs qui sont en réflexion sur leur gouvernance, leur façon de fonctionner, leur rôle d'entraîneur-chef. Parce que lors des entrevues avec les CA, il y en a des clubs qui sont exactement actuellement en pleine réflexion sur comment essayer de mieux gérer la situation ou essayer de trouver des solutions. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient. Là, maintenant, avant de passer au deuxième volet, qui va être plus dirigé par Francis, qui est les éléments de solution possibles, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des phrases célèbres, des extraits d'opéra, des poèmes chantés? Je suis à vous. Question au bout. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion par rapport au fait des régions et puis des clubs de ville. S'il y a je sais pas si, par exemple, le manque d'entraîneurs-chefs dans les régions fait qu'il y avait une surcharge en plus côté administratif. Ça ici, les entraîneurs qui ont répondu au sondage étaient de façon équilibrée, représentaient l'ensemble des régions administratives de la Fédération. C'était à peu près égal. Il y avait une région qui m'inquiétait, c'était la région de l'Outaouais, où il y avait un seul club, puis il n'avait pas encore participé, mais juste avant la date limite, il était embarqué, fait que là, j'avais 100 % de la région. Okay? Mais pour le reste, on a une représentation à peu près équivalente de tout. Donc, ça reflète aussi les réalités des régions. Okay? On ne les a pas divisées, mais ça reflète. Donc, les problèmes peuvent être un petit peu différents, mais il y a aussi des problèmes. Dans la ville de Montréal, ils vont avoir les mêmes problèmes que dans certains clubs de région. Okay? Donc, il y a des spécificités. Le gros problème des clubs de région, le problème le plus gros, c'est les villes où il n'y a pas de cégep. Donc, dès le secondaire,
ça part. Donc, les assistants, ce sont des gens du secondaire 3, 4, 5 ou des gens qui sont à la retraite ou des gens qui travaillent et c'est très difficile de recruter. Quand tu as le cégep, il y a un espoir d'aller chercher des étudiants un petit peu plus âgés, un petit peu plus expérimentés. Je sais que l'un des gros problèmes, c'est qu'ils doivent investir dans la formation. Puis, une fois que la formation est terminée, il y en a pour 6 mois, puis ils quittent la région. Donc, c'est un investissement qui ne rapporte pas, qui va peut-être rapporter au club où ils vont aller, dans les grandes villes, si ces gens-là continuent à coacher. Donc, ça, c'est ce que, en gros, j'ai retenu au niveau de la situation d'entraîneur. Okay? Est-ce que ça répond un peu? Mais c'est très bien identifié, c'est recueilli, on le sait. Okay? Sauf que les solutions sont plus limitées. Donc, c'est de voir dans la communauté, y a-tu un fou ou une folle qui a le goût de s'investir dans le coaching? C'est un peu à peine péjoratif. c'est de l'investissement de temps, beaucoup. Puis, c'est pas tout le monde qui a le goût, mais quand il y en a, bien, ça fait une très grande différence dans des petites communautés. Ce sont souvent quelques personnes ou une personne qui tient ça debout. Puis cette personne disparaît là, des fois, c'est très difficile. Donc, c'est un peu la situation. Ça répond? Il y avait une autre question. Ouais. C'était quoi les hypothèses de départ de la Fédé sur ce qui a été demandé par la suite? Puis est-ce que ça l'a confirmé ou infirmé? Okay. La première hypothèse, c'est on pense que les entraîneurs, ils font trop d'administration puis ça nuit à leur coaching. Ça, je pense que ça a été validé pour 2/3. Okay? Donc, c'est pas 100%, mais c'est dominant. L'autre hypothèse, c'est au niveau des services que la Fédé pourrait offrir. Ça, je vais laisser Francis s'embarquer là-dessus. OK? C'est un peu ça. C'était surtout ça, les principales. Le reste, c'est une première. Donc, c'était vraiment d'aller chercher de l'information, parce que tout le monde a son opinion sur tous ces sujets-là. Mais là, on voulait aller plus que de l'opinion, on voulait avoir des nombres, quantifier un peu les problèmes, les confirmer, les invalider. Autant au niveau des problèmes que des solutions, c'est d'essayer d'avancer là-dedans. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas une autre phase pour aller plus pointu, okay, suite à tout ce qu'il y a eu là, puis avec les commentaires qu'on reçoit, le feedback. Donc, c'est une première, puis il n'y avait pas de modèle, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est 100% scientifique, mais donc on a au moins de l'information pertinente qu'on a recueillie. Ça répond à ta question? Merci. Salim? Moi, je veux savoir si vous êtes en mesure de nous dire c'est quoi les sources de ce problème-là ou de ce problème-là. Toi, avoir vécu la situation, est-ce que c'est quelque chose que le Québec vit depuis 40 ans ou c'est nouveau? Peux-tu identifier le problème exactement? Les Parce que... coachs font plus d'administration, OK. ne se concentrent pas sur le coaching. Tu vas avoir mon opinion. OK. Juste dire à tout le monde, c'est seulement mon opinion. Pardon? Oui, hein? OK. Je dirais que je pense que l'ampleur de l'administration a augmenté. C'est peut-être ça. À plein d'aspects. Il y a plein d'exigences administratives au niveau sécurité, au niveau du comportement des entraîneurs, au niveau de leur formation. Je pense que ça a beaucoup augmenté. Quand j'ai commencé à entraîner, là, j'avais mon bac en Minidu. Le PNCE commençait. Le premier cours théorique du PNCE 1 a été donné à l'Université Laval et Joanne Allen était formatrice. OK? On est en 1976. OK? Septembre. À partir de novembre 1976, le PQ rentre au pouvoir. Il dit l'éducation, c'est une juridiction provinciale. Dehors, le PNCE théorique, jusqu'en 1985. OK? Puis le technique, par exemple, lui, il était essentiel. Mais les entraîneurs du Québec n'ont jamais... Là, je m'éloigne un peu, mais l'histoire, 40 ans, OK, j'ai le droit. Mais le volet théorique n'a pas pu être donné entre 76, novembre 76 et le mois exact de l'élection de 85 où le PQ a perdu ses élections. Et là, à ce moment-là, c'est revenu. Et là, enfin, les entraîneurs du Québec, seulement le Québec, ont pu être complètement certifiés.
Donc, pour revenir à la question, je pense qu'il y a eu une augmentation à divers niveaux. Et ce sont des exigences. Puis là, dire, oui, c'est la Fédé, c'est la méchante Fédé qui impose. La Fédé, là, n'est simplement, très souvent, que le relais. Elle se fait imposer par Natation Canada, par d'autres organismes provinciaux, puis c'est elle qui a la job de s'assurer, c'est un organisme de régie, c'est sa job de s'assurer que ça se passe. Parce que sinon, il y a des problèmes. Tant que ça va bien, ça roule. De s'occuper de l'administration, c'est un paquet de problèmes. Mais quand ça va mal, qu'il y a un accident grave qui se passe dans une piscine, c'est l'enfer. Si tous les papiers ne sont pas remplis, si les choses ne sont pas à jour, les assurances, tout ça, si ce n'est pas pile poil, ça devient hyper compliqué pour tout le monde, pour la personne qui était témoin, pour les membres du conseil d'administration du club, pour les membres du conseil d'administration de la Fédé, pour le personnel, pour tout le monde. Donc, il y a cette réalité-là qui a augmenté au fil des ans. Fin de ma réponse. Alexandre? Ah, excuse. Francis. Puis, juste pour compléter, pour ta question, bon, je n'ai pas l'historique d'Alain pour savoir s'il y a une augmentation, mais je le sais que je pense que les conseils d'administration sont conscients qu'il y a un problème. Tu vois, je parlais avec une présidente d'un club il y a quelques mois, puis c'est un club qui a eu comme quelques entraîneurs-chefs dans la dernière année. Puis je disais, tu sais, son commentaire de la présidente, c'était comme, ben, l'entraîneur ne fait pas l'ensemble des tâches qui est prévues à son contrat. Puis je disais, ben, il ne sera pas capable, elle est trop longue. Puis sa réponse, il dit, je le sais, mais il a signé le contrat. Fait que, puis à cause de ça, ben, il a perdu sa job, puis là, il cherche un autre entraîneur, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une partie du problème, puis c'est pour ça qu'on n'a pas parlé beaucoup encore des conseils d'administration, puis je sais qu'il y a des administrateurs ici aujourd'hui, mais je pense que l'investissement bénévole a changé depuis plusieurs années. Ça a un impact aussi, je pense, sur l'investissement de temps que peut avoir un administrateur pour différentes tâches qu'on a vues, administratives ou de registrariat. Puis il y a une partie qui vous est revenue avec le temps. Je ne sais pas si j'ai 100% raison, mais les premiers feedbacks que j'ai dans la dernière année me portent à croire que je m'approche d'une certaine vérité avec ça. Fait que, mais on va parler un peu plus tard, justement, dans les pistes de solutions puis des choses comme ça. Puis la façon qu'on a construit le reste de la journée du congrès pour former les administrateurs, pour parler des responsabilités, tout ça, mais cette discussion-là en a fait partie là, de cette réflexion. Merci, Francis. Alexandre? OK. On n'a pas posé la question sur les bénévoles. Le but, c'était vraiment de toucher l'entraîneur-chef, même pas les assistants, juste l'entraîneur-chef. Mais c'est sûr que l'entraîneur-chef évolue au sein d'un ensemble, de toute une dynamique, d'un système, puis que les bénévoles, bien, c'est sûr qu'ils sont hyper importants. Puis c'est sûr, comme entraîneur-chef, de commencer à dire, bien, moi, je fais ma job, puis that's it. Quand on est entouré de bénévoles, ça ne tient pas la route, là. C'est pour ça que les entraîneurs en rajoutent, parce qu'ils savent qu'ils sont entourés de gens qui donnent leur temps. C'est correct. Oui. Oui. Par rapport au bénévolat de l'entraîneur maintenant. Il y a comme quelques années, l'entraîneur donnait beaucoup plus de son temps bénévole, ne comptait pas ses heures. Puis maintenant, la nouvelle génération d'entraîneurs qui arrive, on ne peut pas chaque heure travailler est une heure à être payée et ne pas être bénévole. OK.
Merci d'avoir très bien décodé, Alexandre. Première des choses, je serais très prudent sur les généralisations. Quand on dit « ah, avant » puis « aujourd'hui », c'est peut-être un léger pourcentage de différence des entraîneurs qui ne veulent pas puis qui, avant, ils voulaient. Il y en avait aussi avant qui comptaient les heures puis ils ne sont pas restés. Mais oui, il y a peut-être une nuance, mais moi, je ne pense pas avoir de solution miracle là-dessus. Là. Oui? Est-ce qu'on vous a rapporté dans les réponses un manque de professionnalisation du monde de l'entraîneur, de l'entraînement? Est-ce qu'on vous en a parlé de ça ou pas du tout? Je ne pense pas qu'on a posé la question pour en arriver de façon à ce que cette réponse-là arrive. Ce qu'on a surtout remarqué dans les réponses, c'est que les entraîneurs voulaient se professionnaliser. Dans les réponses qu'on a eues, c'est qu'ils veulent se former de toutes les façons possibles. Ils veulent investir beaucoup dans le développement professionnel, mais le problème, c'est qu'ils sentent qu'il leur manque du temps à cause de l'aspect administratif qui est important. Okay? Puis quand on remarquait qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans leur temps, dans le temps qui se libérait, il y a seulement 3 qui voulaient juste récupérer. Là. Okay? Mais toutes les autres réponses, là, c'est beaucoup plus élevé dans le sens d'aller vers de la formation. Donc, ce que je peux répondre, c'est que les gens en veulent. Okay? Bon, alors, ici, ce matin, on innove. Après 1 heure, on me demande de me présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Alors, bon, ben c'est ça. Alors, mon nom, c'est Alain Lefebvre. Alors, on continue. OK. Donc, rapidement, j'ai été nageur pendant une dizaine d'années. Après ça, j'ai transféré au water polo. Nageur, j'étais au niveau national, équipe du Québec. La première équipe du Québec formée par la Fédération à l'automne 1973. Les fédérations ont été créées en 1972 parce que les Olympiques s'en venaient. Donc, le gouvernement a décidé qu'il y aurait des fédérations, qu'il y aurait des organismes de bénévoles avec des budgets, puis go, ça part. Okay? Ça presse parce que c'est ça. En 1976, vous gagnez des médailles d'or. Mais non. Donc, première équipe du Québec, Edgar Théoret, qui était le directeur technique de la fédération, puis Bill Burke, entraîneur-chef, qui était coach à Dorval à ce moment-là. Donc, j'arrête là. Ensuite, j'ai bifurqué vers le water polo. J'ai fait l'équipe canadienne, une trentaine de matchs internationaux. J'ai étudié à l'Université Laval en éducation physique. Et c'est là que j'ai rencontré ma tendre et douce moitié, Joanne, dans le premier relais qu'on a fait, le premier entraînement, automne 1974. Ensuite, 20 ans comme entraîneur à différents endroits, Sainte-Foy, Brossard, Université de Montréal, ensuite Trois-Rivières. Puis là-dedans, il y a eu un 7-8 ans au niveau international, incluant les Olympiques de Séoul en 88, le premier rassemblement après les 2 boycotts, et la dernière grande olympique des Allemandes de l'Est. Ensuite, directeur technique à la Fédération de natation de 1999 à 2011. Le rôle du directeur technique à ce moment-là était plus sur le terrain. Je faisais aussi la formation d'entraîneur. Je l'ai faite pendant 30 ans, de PNCE. Puis, à partir de 2011, je suis allé rejoindre les Carabins de l'Université de Montréal pour gérer différentes équipes de différents sports, incluant la natation. Et depuis 2019, c'est la retraite. La retraite, ce n'est pas arrêter de travailler, c'est juste de n'accepter ce que l'on aime et refuser tout ce qui ne nous intéresse plus. OK? Ah, on rentre dans les hobbies, là. OK. OK, je m'amuse, je fais de la musique. Je joue du corps dans un orchestre avant. OK? C'est pas pire? OK? S'il y a des questions, des commentaires à la pause, s'il vous plaît, parce que là, sinon, ça finira plus. Oui, Nadia. Une phrase célèbre. Tu as demandé les phrases célèbres? Oui. C'est tiré de la formation du sport communautaire qu'on enseigne aux jeunes entraîneurs. Là-dedans, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup allumée. C'est « less is more ». Moins, c'est mieux. Puis quand je regarde tout ça, les tâches administratives, si les entraîneurs-chefs, on en avait moins, je pense que notre travail serait mieux. OK. Est-ce que ça a été bien compris à l'arrière? Non. OK. Donc, ce que Nadine, elle retrace une phrase qui est dans le programme de sport communautaire,
Puis, en tout cas, en anglais, c'est less is more, parce que ça se dit mieux, ça sort mieux. Mais c'est moins, c'est plus. Puis elle dit que ça représente un peu ce qu'il y a ici, c'est que s'il y en avait moins de travail administratif, ça serait mieux. Pour le travail d'entraîneur-chef. OK? C'est bon? Merci. Autre commentaire? Prêt pour la deuxième partie? Francis, it's all yours. C'est bon. Donc, on va parler un peu des pistes de solutions, puis on va revenir j'ai oublié son prénom, mais il posait la question sur nos... Pardon? Goran? Laurent, excuse. Donc, la question de Laurent sur nos hypothèses de départ. Fait que une partie des hypothèses de départ qu'on n'a pas parlé, puis je vais y revenir dans la présentation. Donc, parlons un peu de gouvernance. Quelle est la relation avec le CA ou la direction du club entre l'entraîneur-chef et son conseil d'administration? Donc, on voit que dans la majorité des cas, si on regarde l'excellence, c'est très bonne. Donc, la relation semble bonne entre les CA et les entraîneurs-chefs, mais il y a quand même un certain pourcentage où c'est soit difficile, soit juste bonne. Donc, je pense qu'il y a une partie des solutions où est-ce que, pour améliorer, dans le fond, le travail d'entraîneur-chef, l'amélioration de la relation entre le CA et l'entraîneur, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui peut résider là. Oui. Oui, dans les commentaires. OK, donc les commentaires qui sont là, c'est ceux qu'on a retenus du sondage ou dans les entrevues, lorsque les relations sont bonnes ou difficiles. Donc, on voit qu'il y a des problèmes de compétences, d'expérience ou d'engagement. C'est des éléments qui sont ressortis des discussions avec les entraîneurs par rapport au conseil d'administration. Est-ce que vous sentez que le travail du CA améliore votre travail? Dans la majorité des cas, oui, mais on voit qu'il y en a qui considèrent que le travail du CA nuit à leur travail d'entraîneur-chef ou que c'est plus ou moins utile. Donc, encore là, il y a du travail à faire à ce côté-là. Ça, superviser l'équipe. Oui, d'accord. Donc, ça, c'était une question. Excuse-moi, merci. C'est Alain qui a monté le PowerPoint. Donc, lorsqu'on pose la question au conseil d'administration, c'est quoi, selon vous, le travail d'entraîneur-chef? Donc, on voit que les réponses correspondent à ce qu'on s'attend d'un travail d'entraîneur-chef. Il y en a personne qui a dit que le travail d'entraîneur-chef, c'est de faire de l'administration, même si c'est pas mal sous-entendu, soit dans son contrat ou sur ce qui se passe dans la réalité. Maintenant, quand on pose la question au conseil d'administration, c'est quoi le rôle du conseil d'administration, votre perception de votre rôle comme administrateur? Donc, on voit qu'on a séparé la gouvernance et les opérations. Donc, il y a des bonnes réponses. Oui, c'est ça. Désolé. OK. Donc, ce qu'on peut remarquer avec cette diapo-là, c'est que le conseil d'administration devrait être là pour s'occuper de la gouvernance de son club, de s'occuper des éléments qui ne sont pas finalement des opérations. Mais on voit qu'il y a beaucoup de membres de conseil d'administration qui finalement s'intéressent aussi aux opérations, ce qui devrait être délégué finalement à l'entraîneur-chef. Donc, quand on parlait de problèmes de relations entre l'entraîneur-chef et le conseil d'administration, une partie aussi de la réponse réside là. C'est-à-dire que je pense que les membres de conseil d'administration ne comprennent peut-être pas bien leur rôle ou leur responsabilité comme administrateur versus qu'est-ce que leurs employés devraient s'occuper dans leur club. Question intéressante. Oui. Je vais dire à tout le monde ton commentaire. Donc, le commentaire, c'était
les conseils d'administration, ce n'est pas par mauvaise volonté qui ne comprennent pas soit leur vrai rôle et responsabilité ou qui s'intéressent aux opérations. Parfois, c'est juste parce que la compétence d'administrateur n'est pas là. Donc, les gens s'impliquent de bonne volonté. Maintenant, est-ce qu'on a une responsabilité de former les conseils d'administration? Est-ce qu'on a des responsabilités de bien les informer sur qu'est-ce qui est attendu d'un administrateur dans un club? C'était la nature de son commentaire. Oui, Annie? Tu as en partie raison, puis on va en parler dans la dernière conférence de cet après-midi, c'est-à-dire elle est où à tracer la ligne entre tes rôles et responsabilités, puis de quelle façon est-ce que l'implication dans les opérations devrait être. Ouais. Oui, de poser des questions, tout à fait. Poser des questions. Oui. C'est juste que des fois, il y en a qui traversent la ligne, puis qui vont sur le deck ou... OK. Mais ça va me faire plaisir d'en parler, par contre. Oui, première question, là. Donc, tout à fait. Puis on va parler de structure tantôt de clubs, dans les clubs que ça va bien, pourquoi que ça va bien. Quand on parlait de besoins en ressources humaines des clubs, je comprends que des fois, c'est pas toujours possible. Puis à ce moment-là, des membres du CA qui s'impliquent dans des tâches de registrariat ou d'autres types de tâches. Puis c'est sûr que ça remonte dans les réunions de CA. Puis ça, je le comprends tout à fait. Là. Puis ça peut être difficile à gérer dans le quotidien, effectivement. D'autres questions dans le fond? Faudrait que tu parles un petit peu plus fort. Bien, dépendamment des opérations, il y a l'entraîneur-chef, il y a des clubs qu'on a vus là, qui commencent à avoir certains directeurs généraux. Certains clubs ont du support administratif, soit quelqu'un qui travaille en support à l'entraîneur-chef ou en support au conseil d'administration pour les tâches administratives. Mais lorsqu'il y a le CA, l'entraîneur-chef, des entraîneurs adjoints, puis il n'y a pas d'autres types de personnel, c'est là où est-ce que c'est difficile, puis qu'il y a des membres du CA qui commencent à faire des tâches administratives, des tâches opérationnelles, puis que ça remonte dans les réunions de CA, puis qui peuvent des fois détériorer les relations entre l'entraîneur-chef puis le conseil d'administration. Ouais. J'ai une question concernant le financement et justement l'organisation plutôt d'événements. Le financement, on ne peut pas donner tout ça à l'entraîneur-chef. Moi, je suis sur le CA, mais c'est impossible que l'entraîneur-chef mette ça sur son temps. C'est du temps épouvantable que le CA passe à juste faire. Je suis d'accord. Si on revient à une des premières diapositives, où est-ce que les entraîneurs-chefs avaient identifié à 63% la première priorité, c'était leur manque de support en termes de ressources humaines autour d'eux. Donc, c'est là où est-ce que, mettons, quand on est capable d'avoir un personnel qui s'occupe de certaines tâches d'opération, plutôt que ce soit des membres du CA, on est capable de mieux délimiter. C'est pas possible partout, je suis d'accord. On présente qu'est-ce qui est le mieux pour vous permettre d'avoir des réflexions de votre côté, puis peut-être de faire des choix différents dans votre structure de club. Ouais. Marc-André disait que
une partie de la solution, c'est pas juste que les administrateurs fassent ces tâches-là, mais qu'il y ait des comités, qu'il y a un comité qui s'occupe du financement, il y a un comité qui peut s'occuper de différentes choses opérationnelles qui sont là. Quand il y en a une, oui. Effectivement, effectivement. On va continuer parce que je comprends vos questionnements là, pour les membres de conseil d'administration, puis peut-être vous sentez que je brasse un peu, mais c'est voulu dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, c'est une amorce. Puis, en fait, cette réponse-là, c'est est-ce que le CA se sent à l'aise avec l'utilisation des principes de gouvernance? La majorité des conseils d'administration qu'on a sondés, ben, les 12 qui ont accepté de répondre, là, c'est en partie une partie de la réflexion, là, qu'on a juste 12 CA qui ont accepté de participer à l'étude. Mais 10 sur 12 se sentent à l'aise avec les principes de gouvernance. Si on avait pris le temps d'expliquer c'est quoi les principes de gouvernance, parce qu'Alain ne l'a pas fait, c'était pas ça la nature, on voulait juste sonder savoir si vous saviez c'était quoi les principes de gouvernance. J'ai un gros questionnement à savoir si on avait expliqué les principes de gouvernance aux 10 qui ont répondu oui, si finalement c'était vraiment oui. Quand on parlait de compétences de membres de conseil d'administration, je pense qu'on a un devoir de mieux former nos administrateurs pour qu'ils comprennent un peu mieux leur rôle en termes de gouvernance. Et encore, cette réponse-là, c'est-à-dire, avez-vous besoin de formation comme administrateur? 75% disent non. C'est révélateur des besoins, finalement, qu'on a de former nos conseils d'administration. Je pense que ce soit comme employé, comme entraîneur-chef, comme administrateur, comme officiel, on a toujours besoin de formation. Dire que tu n'as pas besoin de formation d'administrateur, moi, ça me parle beaucoup, là. Oui? Ceci dit, ça a été fait auprès des conseils d'administration où les membres sont déjà en place depuis un bout de temps, puis la Fédération a donné des formations de gouvernance dans les dernières années. C'est pour ça que le besoin est peut-être moins grand. Peut-être, mais on a à peu près on y va parce qu'on n'a pas la liste des administrateurs à chaque année de tous les clubs. On imagine que le taux de roulement dans nos conseils d'administration, c'est à peu près 33 % par année. Fait que l'expertise reste peu dans les conseils d'administration, puis il y a beaucoup de roulement. Fait que le besoin de formation, il est constant. Il est constant. Puis c'est sûr que les 12 qui ont accepté de nous parler, c'est souvent des clubs où ça va bien. On s'imagine. Donc, c'est un peu biaisé. On a juste 12 réponses. Fait que c'est difficile de vraiment, comme d'avoir l'ampleur de la situation comme on a pu le faire pour les entraîneurs-chefs. Là, on a un petit échantillon, puis on se doute que ceux qui ont répondu, bien, ça va relativement bien dans leur club. Donc, une des questions, selon nos données, un des principaux motifs de départ d'un entraîneur-chef de son club est la qualité de sa relation avec son conseil d'administration. Donc, la question au CA, c'était est-ce que ça vous parle, cette affirmation-là? Puis, bien, la majorité des gens sont d'accord avec ça. Donc, c'est là où est-ce qu'on voit que la qualité de la relation entre le CA puis le conseil d'administration puis l'entraîneur-chef est importante pour améliorer le travail de l'entraîneur-chef, mais aussi pour faire de la rétention puis du travail à long terme, puis qu'un club puisse se développer sur le long terme. Donc, comment est-ce que, face à cette affirmation-là, comment que le CA devrait tenir compte de ça? Donc, améliorer la qualité de la communication entre l'entraîneur-chef et le conseil d'administration, c'était la chose qui ressortait le plus. Il y en a que la solution, mais c'est qu'il y a des DG dans le club. Donc, ça, souvent, ça aide à la relation entre les entraîneurs puis le conseil d'administration. Un peu de, pas un peu, mais la reconnaissance du leadership de l'entraîneur-chef, puis de respecter la nature de son travail ou de lui offrir du soutien. Concernant l'ajout de personnel administratif dans les clubs, comment les heures au contrat de l'entraîneur-chef devraient être réparties? Donc, un mois normal, là, si on dit qu'une semaine de travail, c'est 40 heures, un mois normal, c'est à peu près 173 heures de travail. C'est clairement pas ce que vous faites, vous en faites plus. À preuve, si on essaye de répartir l'ensemble des tâches à peu près d'un entraîneur-chef par mois, on arrive à 196 heures. Comme un 20 heures à peu près d'over là, qui se ramasse dans votre travail quotidien. Donc,
Puis ça, c'est les CA qui répondaient ça. Donc, c'est-à-dire que 80% de la tâche de l'entraîneur-chef devrait être d'entraîner, c'est 80 heures d'entraînement. Donc, 40% de sa tâche devrait être entraînée, un 20% devrait être en compétition, un 23% en gestion. C'est beaucoup. Un 13% en supervision, puis un 5% en développement professionnel. Donc, je vous invite à avoir une réflexion sur, moi, comme entraîneur-chef, comment est-ce que je vois cette répartition-là. Puis là, vous avez un peu une vision de ce qu'un conseil d'administration pense que devrait être cette répartition-là. Donc, encore là, quand on parle de qualité de communication, ça peut vous aider dans votre réflexion. Quelles seraient les stratégies afin de s'assurer que les tâches administratives soient complétées? La majorité des CA identifient que d'engager du personnel administratif devrait être une des solutions pour appuyer l'entraîneur-chef dans l'exécution des tâches administratives qui lui sont déléguées. Il y a aussi une meilleure définition de la distribution des tâches entre les bénévoles, les assistants entraîneurs, l'entraîneur-chef. Enlever le registrariat à l'entraîneur-chef. On l'a identifié tantôt, là, la seule tâche de registrariat qui est des compétences de l'entraîneur-chef, finalement, c'est d'assister le registrariat. Donc, mais il y a quand même 50% des entraîneurs-chefs qui font l'ensemble des tâches de registrariat. Membres du personnel? Ah oui, donc dans les 40% des clubs où ça va bien, donc on avait identifié tantôt, il y avait 60% des clubs où des entraîneurs-chefs qui avaient identifié qu'il y avait des problèmes en termes de lourdeur administrative de leurs tâches. Puis il y a un 40% qui disait, nous, on a trouvé des solutions, puis ça va bien. Donc parmi les 40% qui déterminent que ça va bien dans leur club, pourquoi que ça va bien? C'est les réponses qui sont là. Soit qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe de l'administration, un adjoint administratif, une adjointe administrative, soit que les entraîneurs adjoints sont impliqués dans l'exécution des tâches administratives, soit qu'il y a un directeur général, on en a eu 3 ici présents aujourd'hui, soit qu'ils ont un gérant administratif, ça revient un peu au même, ou un directeur d'opération. Donc, quand on va voir tantôt, on va vous présenter différents types de structures administratives que les clubs ont. Parmi les réponses qui sont là, ça va beaucoup vous aider. Donc, quelles tâches administratives du club sont actuellement faites par un membre du CA? Donc, là, c'est plus en termes de volume. Donc, on voit que parmi les CA qui ont répondu, très peu ou pas du tout des tâches administratives sont faites par des CA. Donc, mais encore là, ça revient à dire on a juste 12 clubs qui ont répondu. Si on se dit que c'est parmi ces 12 clubs-là, ça va relativement bien. Fait que c'est normal que ces CA-là ne s'impliquent pas beaucoup dans les tâches administratives pour faire peut-être plus de gouvernance. Donc, c'est difficile de vraiment sortir des conclusions claires de ça, mais on voit quand même que là où ça va bien, on se doute qu'il y a moins d'implication des membres du CA dans les tâches administratives. Donc, quelle stratégie pourrait être utilisée pour réduire le travail administratif de l'entraîneur-chef selon les CA? Donc, il y en a 6 que ça va déjà bien, fait que ça, c'est correct. Déjà en mode d'analyse, fait que c'est ça. C'est parmi les 12 CA qu'on a eu qui ont répondu, ça va relativement bien dans ces clubs-là. Fait que c'est pour ça qu'on serait curieux de parler à au moins 50% des conseils d'administration, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais je pense que la répartition serait pas mal différente si on avait parlé à plus de conseils d'administration. S'il y avait une réduction des heures de travail administratif des entraîneurs-chefs, il y a encore là, une fois, il y avait beaucoup de clubs où est-ce que l'entraîneur-chef a fait peu de travail administratif. Sinon, pour ceux qui seraient capables de faire une réduction, selon les conseils d'administration, mais le temps de l'entraîneur-chef pourrait être réinvesti en encadrement de nageurs, en encadrement d'entraîneurs ou en amélioration de la programmation générale du club. Merci. Juste faire remarquer que ça cadre exactement avec ce que les entraîneurs, eux aussi, ont répondu. C'est que s'il y avait plus de temps, il y en a beaucoup qui avaient répondu encadrement des nageurs, encadrement des entraîneurs, puis améliorer le programme. Ça tournait autour de ça. Fait qu'il y a ils ont la même, les 2 volets ont la même opinion là-dessus, malgré le fait qu'il n'y a pas grand monde qui a répondu. Et selon les CA, quelle devrait être la place du développement professionnel de leur entraîneur-chef dans son contrat de travail?
ben, la majorité répondent que ça devrait être encouragé, supporté financièrement, puis qu'il y ait du temps qui puisse lui être alloué à ça. Mais on a clairement vu que c'était une faiblesse dans la réalité actuelle sur le terrain. Par contre, il y a autant de volonté des entraîneurs-chefs, comme on l'a vu, qui sont prêts à investir du temps dans leur développement professionnel, mais il y a aussi une volonté des conseils d'administration qui ont répondu que leur entraîneur-chef se forme. Donc, il y a quand même du positif dans tout ça, là. On ne veut pas juste dire qu'il y a du négatif, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des opinions qui sont les mêmes provenant des deux côtés. Maintenant, et ça, c'était notre hypothèse de base, c'est-à-dire quand Nicolas me présentait, quand j'ai compris que vous n'aviez pas de directeurs généraux ou de directrices générales dans vos clubs, toute la réflexion que j'ai eue, c'est comment on peut réduire la tâche administrative des entraîneurs-chefs. Puis, j'ai regardé autour de nous. On était dans le stade olympique à l'époque. Puis, dans le stade olympique, beaucoup de services, parce que toutes les fédérations sportives, on est centralisés au même endroit, il y a beaucoup de services qui sont mutualisés. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas la tenue de livre, on paye des gens pour faire la tenue de livre. L'ensemble des fédérations, on paye un service qui revient beaucoup moins cher pour faire là, je parle de tenue de livre pour la comptabilité. Il y a un ensemble de services, il y a un ensemble d'offres de services qui nous est disponible, qui nous coûte beaucoup moins cher que si je prenais un service autonome indépendamment. Puis ça coûte beaucoup moins cher que d'embaucher une ressource aussi chez nous pour le faire. Donc, c'était ça mon hypothèse de départ, c'était quel service on peut offrir pour libérer l'entraîneur-chef de ses tâches. Puis, ça, c'est une hypothèse, finalement, de dire on va offrir une offre de service. Puis c'est là où est-ce que c'est ma petite déception au bout du compte, c'est qu'on n'a pas trouvé quel service vraiment qu'on pouvait offrir pour vous libérer, parce qu'on est tellement loin de votre réalité. Je veux dire, on va offrir un service de registrariat. OK, mais comment ça va marcher? Comment est-ce que ça va vraiment aider l'entraîneur-chef si la Fédé en offre un service de registrariat? Puis ça, c'est une conversation qu'on peut continuer à avoir après. Dire, c'est ça qu'on n'a pas réussi finalement à vraiment tester. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir pour libérer l'entraîneur-chef? Par contre, quand on pose la question au conseil d'administration, qu'est-ce qu'on pourrait offrir qui pourrait vous aider? Bien, le service de comptabilité, c'est celui qui ressort le plus. Le service d'affiliation ou de conformité des entraîneurs. Ce sont des réponses pour aider le travail du conseil d'administration, ce qui peut aider ultimement le club. Donc, mettons qu'on engageait ou qu'on faisait affaire à une compagnie comptable, puis qu'on vous dit, bien, faites affaire avec eux, puis ça va vous coûter moins cher, puis c'est eux qui vont faire votre tenue de livre et tout ça. Ça va libérer le conseil d'administration, mais je n'ai pas l'impression que ça va libérer l'entraîneur-chef. Fait qu'on n'a juste pas réussi à identifier qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement par la Fédé pour dire bien, vous allez gagner un 10-15 heures par semaine ou par mois sur certaines tâches parce qu'on va le faire pour vous. Vous allez payer pour le service, mais c'est plus vous qui allez le faire. Donc, c'est une réflexion que je veux ouvrir avec vous, là, c'est-à-dire, je ne m'attends pas non plus à une réponse nécessairement, là, mais vous, comme entraîneur-chef, qu'est-ce que vous pensez que la Fédé peut offrir qui va réellement vous aider à vous décharger d'une lourdeur administrative? C'est encore une question ouverte. On n'a pas de réponse concrète à ça. Est-ce que ce serait pertinent qu'on offre un service de tenue de livre ou de comptabilité? Peut-être, mais j'ai un doute sur la pertinence dans le cadre de notre objectif principal qui est de vous libérer du temps. Ça peut sûrement aider des conseils d'administration, puis on va étudier ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir certains services pour permettre une stabilité dans le temps? Mettons, je parle de comptabilité ou de tenue de livre, mais on va essayer de développer des choses pour aider l'ensemble des clubs sur certains services. Donc, s'il y avait des services externes qui étaient offerts sur les tâches administratives, est-ce que votre club serait intéressé? Bon, on avait la moitié des conseils d'administration qui ont répondu oui. Fait que, il y a quand même une piste à étudier là. C'est juste pas par rapport à la lourdeur administrative des entraîneurs-chefs. Quels seraient les avantages pour votre club de tenir ces services externes? Bien, de récupérer du temps, soit de l'entraîneur ou des bénévoles, ou même économiser de l'argent. Même si c'est des services externes payants, souvent le fait que ça soit fait de façon efficiente mais permet d'économiser de l'argent ou de réinvestir du temps en recrutement, en formation d'entraîneurs adjoints. Fait qu'à long terme, c'est un investissement qui peut rapporter. Donc là, on va présenter... Je le fais, tu fais?
les structures, les différents modèles. Dans le fond, la conclusion de tout ça, là, c'est de dire que il y a des clubs, il y a un 40% de clubs où ça se passe mieux, puis il y a 60% de clubs où il y a vraiment de l'amélioration à faire pour améliorer le travail de l'entraîneur-chef. Donc, on pense à l'étude des résultats que la solution se trouve peut-être à regarder ce qui se passe dans les 40% de clubs où ça va bien, puis comment que les 60% peuvent s'inspirer du 40% pour améliorer le travail de l'entraîneur-chef. Donc, il y a une partie de la réponse se trouve dans ce qu'on va vous présenter, les différents modèles de structure organisationnelle. On l'a dit, puis un peu plus tôt, une grosse partie de la réponse se trouve aussi en embauche de personnel administratif pour supporter votre travail. Mais il y a aussi une façon de structurer le club qui peut vous aider. Alain, je te laisse. Merci. Donc, quelques modèles qui existent au Québec. Donc, il y a le modèle traditionnel, mais il y a quelques modèles créatifs. Intéressant. Donc, ça, c'est le modèle traditionnel, donc le CA, entraîneur-chef, puis les assistants. OK. Maintenant, on a la direction bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a un entraîneur-chef qui s'occupe de l'aspect technique, puis il y a le gérant administratif qui s'occupe de l'aspect administration. Là, le danger de ça, il faut juste faire attention, c'est quoi la relation entre l'entraîneur-chef et le gérant administratif? Quand c'est bicéphale comme ça, puis est-ce qu'il y a une bonne entente? En fait, est-ce qu'il y a une ligne entre les deux? OK, là, j'en ai pas mis, mais est-ce qu'il y a une très bonne entente? Est-ce que c'est très bien, est-ce que c'est clair ce que chacun a à faire? Parce qu'il peut y avoir des conflits, des conflits de priorité entre les deux. Donc, il faut juste faire attention à ce niveau-là. Par contre, l'avantage, c'est que l'aspect administratif, il est géré par un administrateur, puis l'entraîneur, il est plus libéré des tâches, d'une partie de ses tâches administratives. Un modèle incluant une direction générale. Quelques clubs sont là-dedans maintenant. Donc, c'est le directeur général, c'est l'employé du CA. Le directeur général, c'est lui qui engage et s'occupe et dirige entraîneur-chef, qui lui dirige les assistants. Okay? Puis, il peut y avoir ou non un adjoint administratif qui vient assister le directeur général. On a le modèle Lévy, qui est une particularité, qui est une démonstration de... Guillaume a démontré un peu de créativité. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé beaucoup d'entraîneurs à temps plein, mais chacun de ces entraîneurs-là a une partie des tâches administratives qui correspond à leur caractère et leur personnalité et leur passion, à part de coacher. OK? Donc, ça, c'est le modèle Lévy. Ça ne peut pas exister partout, mais eux ont la possibilité de faire cette façon de fonctionner-là. Okay. Modèle en support au CA, c'est-à-dire que la personne qui fait l'administration, elle fait l'administration pour le CA. Donc, là, ici, on n'a pas d'aide à l'entraîneur-chef. Oui, peut-être un petit peu, mais ce n'est pas la priorité numéro un. C'est que pour que le CA soit dans la gouvernance, il délègue à un adjoint administratif une partie des tâches. Okay. Ça ressemble pas mal à notre premier du début. Ah non, OK. Excusez. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que l'adjoint administratif est vraiment sous la responsabilité de l'entraîneur-chef. C'est lui qui dit quelle tâche qu'il doit faire. C'est un petit peu différent du modèle précédent. Donc, l'entraîneur-chef est responsable des assistants et de l'adjoint administratif. Dans la ville de Montréal particulièrement, et je pense à Laval, c'est pareil, c'est un modèle un petit peu différent qui fonctionne. C'est un CA qui est multisport, qui ont un coordonnateur ou un directeur, et il y a chacun des clubs de sport différents, puis il y a un entraîneur-chef qui entraîne. En général, les entraîneurs qui sont là, c'est soit temps partiel ou c'est du coaching junior, premières années. Okay? Parce qu'ils ont peu de responsabilités, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'heures à coacher.
ou sinon l'entraîneur va compléter sa tâche d'entraîneur qui n'est pas suffisante par du travail administratif pour l'ensemble, comme adjoint administratif du directeur. Okay? Donc, il existe ce modèle-là aussi. On approche de la fin, je pense. Non, c'est bon. Donc, concernant le suivi et tout ça, donc, comme je vous ai dit, on va étudier certaines possibilités d'offrir certains services pour vous libérer de certaines tâches. Dans tout ça, dans tout ce qu'on a présenté, ça va sûrement beaucoup mijoter. On va continuer d'en discuter aujourd'hui dans les prochains jours. Puis on l'a présenté un petit peu hier, Nicolas en a parlé. Donc, un mentor administratif pour les clubs. Bien, Alain, il a été d'accord de se rendre disponible pour l'ensemble de nos clubs qui ont des questions, qui veulent poursuivre la réflexion, qui veulent travailler sur soit une restructuration, une analyse de leur gouvernance et tout ça. Donc, ça va être payé par la Fédé. Alain va être disponible pour vous. Fait que ça va être une partie du service qu'on peut vous offrir. Pour le reste, il y a une analyse qu'on va faire, qu'on va continuer en discussion. Puis c'était la question ouverte que j'avais pour vous tantôt. Comment la Fédé peut vous aider, les entraîneurs, à vous libérer d'une partie de la tâche. C'est peut-être la partie, c'est l'angle mort de notre travail des derniers mois. Puis on ouvre la question. C'était la présentation qu'on avait à faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, surprises, où on a défoncé des portes déjà ouvertes? On ouvre le micro. C'est bon. D'accord. Est-ce que vous êtes surpris par certains éléments qui sont là ou non? OK. Oui, ils ont répondu. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai une question. C'est quand on parle des 12 CA qui ont été convoqués, c'était qui? Oui. Je vais répéter la question. C'était qui dans les. Est-ce que c'est un CA complet qui a été, quand on parle des 12 là, qui ont répondu? Ouais. Est-ce que c'était plusieurs personnes en vidéoconférence ou c'était le président, exemple, une personne? Ça en dit beaucoup quand même. La question, c'était dans les Zooms, à propos des CA, est-ce que c'était une personne qui répondait ou s'il y avait un représentant, seulement le président, ou s'il y avait le CA complet? En général, c'était le président ou la présidente. Okay? Il y a eu quelques occasions où il y avait une personne qui était responsable des entraîneurs qui étaient présentes. Okay? Mais la majorité, c'est président-présidente. Est-ce que vous avez dans les données les CA, est-ce que la majorité a 3 personnes au CA, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes? Ça fait combien de personnes au Québec qui sont impliquées dans des CA, dans les clubs? Avez-vous cette information-là? Pas dans l'enquête qu'on a fait, mais... Ouais. On estime à peu près à 900 administrateurs, administratrices dans les clubs. C'est-à-dire un CA normal, selon moi, devrait être 7. C'est plutôt à 7. Et certains, ça peut être 5. En bas de 5, c'est problématique, c'est-à-dire que vos règlements généraux devraient prévoir au moins 5. Ça se peut que vous en ayez moins, mais en saine gouvernance, là, dans les principes de saine gouvernance, si vos règlements généraux prévoient moins de 5 administrateurs, c'est peut-être une petite révision à faire à ce moment-là. Donc là, en ce moment, la Fédé, on a révisé nos règlements généraux. On va vous en parler un peu plus tard. On va essayer de vous présenter des modèles. Là. J'en ai lu quelques-uns, règlements généraux de clubs cette année. Il y a des éléments à réviser qui peuvent être pertinentes ou on peut vous faire des propositions pertinentes pour améliorer un peu vos structures de gouvernance. Là. Ça, oui. Upgrader. Oui. Dans la réalité de nos jours. Oui. Donc, ce que Fred dit, c'est qu'il y a peut-être des règlements généraux de clubs qui commencent à dater un peu puis qui ont besoin de mise à jour. Tout à fait. Puis ce que j'ai lu, ça correspond à ton affirmation. Maintenant, comme là, nous, on est dans l'obligation de réviser nos règlements généraux à tous les 2 ans.
C'est pas quelque chose qu'on veut exiger des clubs nécessairement, mais ça vous donne une idée au moins de les relire puis de dire, bon, est-ce qu'on est toujours en adéquation avec les principes de saine gouvernance, puis est-ce que ça vaut la peine de réviser quelques éléments pour se maintenir à jour? C'est une pratique intéressante. J'aurais peut-être une anecdote à raconter, OK? Tant qu'elle est dans l'histoire. J'ai collaboré avec un entraîneur, ça n'a pas rapport avec ce travail-là. Et dans cet entraîneur-là, dans son CA, le principe, c'était aussitôt qu'un bénévole avait un dossier, il faisait partie du CA. Il y avait une quinzaine de membres du CA. Puis là-dedans, tu as des gens qui étaient impliqués énormément, mais tu en as d'autres qui faisaient leur petit job, puis qui venaient au CA, puis qui avaient droit de vote. Okay? Le club, j'ai été témoin de la paralysie totale du club sur certaines décisions absolument pas si importantes. La conséquence, en dépit du fait que l'entraîneur-chef adorait travailler là avec les nageurs et avec les assistants, il a quitté. Il est ailleurs. Fin de l'anecdote. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, si je regarde l'horaire, on était supposé de finir à 10h. Il est 9h48, on est un peu en avance. Les prochaines conférences commencent à 10h15. Donc, bien, je vous invite, je pense qu'on va faire la pause, puis on va revenir à 10h15. Merci de votre écoute. On va vous envoyer les documents, comme on disait, l'ensemble des documents après le congrès. Vous allez recevoir ce qu'on a compilé pour vous. Merci. Merci.